L'Empire russe. À une époque, il était vu comme l'une des plus grandes puissances au monde, moderne, et doté d'une immense armée, mais aussi d'une flotte parmi les plus grandes de toutes. Mais aussi glorieux et puissant soit-il, l'Empire se brisera l'écrou face à un pays pourtant beaucoup plus petit et censé être beaucoup moins imposant, en tout cas sur le papier, le Japon. Dans cette guerre, la défaite sera totale, et le prix à payer, en plus d'une humiliation sur l'échiquier international, sera la grande flotte du Tsar, perdue dans presque toute son intégralité. Il fallait alors repartir de zéro, créer une nouvelle flotte plus moderne, plus puissante, et montrer au monde qu'une défaite n'arrêtera pas l'Empire. Après plusieurs essais plus ou moins infructueux, la Russie semblera alors trouver son nouveau projet phare, un croiseur de bataille qui, sur le papier, semblait très largement au niveau de ses adversaires potentiels, en tout cas bien plus que ses prédécesseurs. Un navire qui aurait pu remettre la flotte du Tsar sur le devant de la scène, mais qui finalement, lui aussi, se brisera l'écrou, avant même la fin de sa construction. Pas seulement à cause de la guerre, mais aussi et surtout à cause d'un défaut qui s'avérera être le maître mot de l'Empire russe, de l'URSS et de la Russie moderne. Une ambition démesurée. Ce navire, ce symbole, se nomme Borodino. Comme toujours, et si vous préférez un contenu authentique, rédigé à la main, enregistré puis monté par une vraie personne en utilisant de vraies images d'archives, ou à minima des images de jeux vidéo plutôt fidèles à la réalité, je vous invite à liker et partager cette vidéo. Commentez sous cette dernière ce que vous en avez pensé, boostez-la avec ce nouvel onglet apparu sur téléphone pour mettre plus en avant les petits créateurs, et enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucune des futures vidéos. Le combat contre le contenu généré et ce avec paresse et sans authenticité par IA se joue ainsi. Vous avez beaucoup d'outils pour aider les créateurs, utilisez-les. Contrairement à l'intro de cette vidéo, la destruction de la flotte de l'Empire russe sera rapide. Une seule bataille, Tsushima, par ailleurs abordée dans 2 des 3 dernières vidéos. Ce ne sont pas moins de 21 navires qui seront coulés pour plus de 135 000 tonnes qui passera donc par le fond, dont 6 cuirassés. Le reste sera capturé. Côté japonais, on peine à atteindre 250 tonnes, avec seulement 3 petits torpilleurs, chacun pesant autour de 80 tonnes. Repartir de zéro après cette bataille n'était pas un euphémisme. Mais avant cela, le tsar allait faire face à un autre problème. Le peuple. En effet, la défaite a grandement entaché l'image de l'Empire. Cela cumulé à de nombreux autres problèmes comme la démoralisation de la marine, la corruption des hauts gradés ou encore les injustices sociales allait renforcer la révolution entamée en janvier par le peuple. Ces derniers souhaitant disposer d'une constitution et d'une Douma, une assemblée entre autres. L'un des points d'orgue de cette révolution sera la mutinerie de l'équipage du cuirassé Potemkin. Ce dernier ne faisant pas partie de la flotte baltique ne fut pas envoyé à Tsushima. Lors d'un entraînement, et alors que la mutinerie à bord de plusieurs navires était déjà en préparation, les tensions allaient éclater en affrontement lorsque les marins refusèrent de manger le bortsch cuisiné avec amour et tendresse et composé notamment de viande pourrie et de verre. Les supérieurs martelant pourtant que la viande était saine. Après le refus des marins, ces derniers furent menacés par les hauts gradés d'être fusillés. C'en était de trop et des affrontements éclatèrent et presque tous les officiers du navire seront tués par les mutins et ces derniers prendront le contrôle du cuirassé. D'autres événements, en plus de celui-ci, poussèrent alors le tsar à faire des concessions, dont la création de la Douma et d'autres institutions représentant notamment les ouvriers. En réalité, cette révolution n'allait pas être complétée. En effet, dès 1907, le régime redevient relativement autocratique après la dissolution pour raisons factices et organisée par l'État de la deuxième Douma, dont les lois ne passaient presque jamais dû au fait que l'opposition votait systématiquement contre les propositions du gouvernement. Afin d'être écouté, ce dernier réussira à passer une loi pour faire en sorte que les différents électeurs soient moins nombreux et que ceux possédant le plus de propriétés, tels que les bourgeois, disposent de plus de sièges. Cette nouvelle prise de contrôle par le gouvernement, sans réel aval du peuple, se passera malgré tout sans grandes échauffourées. En effet, en 1907, les ardeurs sont moins violentes que 2 ans auparavant, et cumulées aux concessions faites par l'Empire et à la révolution industrielle qui bat son plein, le calme reviendra dans le pays. Un calme, avant la tempête. Et la flotte dans tout ça, car c'est bien beau de faire croire au peuple que sa voix pèse, mais en attendant il faut aussi préparer la guerre et réparer cette humiliation infligée par les Japonais.
Le tsar créera déjà un ministère de la marine afin de faciliter les discussions autour des besoins de la flotte. Et la première chose que les amiraux mis en place voulaient, c'était de créer une flotte pacifique pour affronter le Japon. Pour eux, une fatalité, en réalité une idée bancale. Mais en plus de cela, le danger représenté par la flotte de haute mer allemande était très grand. Les amiraux décideront alors qu'il fallait aussi une grande flotte baltique pour contrer cette autre menace. Surtout qu'ils avaient du retard, les cuirassés de type Dreadnought arrivent et rendent obsolètes tous les autres. Le temps presse. Vous voyez peut-être où je veux en venir. La proposition des amiraux pour la nouvelle marine post-1905 sera démesurée. Deux grandes flottes, Baltique et Pacifique, composées de deux escadres chacune, elles-mêmes composées de 8 cuirassés de type Dreadnought, 4 croiseurs de bataille et un grand nombre de croiseurs et de destroyers. C'était beaucoup trop ambitieux et on se demande même à quel moment les amiraux de l'époque ont pu croire qu'un tel plan pouvait passer. Et justement, ils se raviseront. Il fut alors choisi de limiter les escadres à une seule, et ce pour la flotte baltique. Malgré tout, la Douma refusera quand même ce plan, faute de fonds. Un deuxième plan sera alors mis en place, cette fois-ci pour 4 cuirassés. Mais lui aussi sera refusé, mais finalement, la Douma l'acceptera suite à la crise bosniaque de 1908, et surtout au vu de la faiblesse criante de la marine face à la flotte allemande. En revanche, tout plan de renforcement de la flotte pacifique passe à la trappe. Le Japon s'est bien trop renforcé et entrer en guerre avec eux ne peut que très très mal finir pour la flotte du Tsar. L'étude pour un futur cuirassé allait donc enfin commencer. Les Russes organisent alors une compétition entre plusieurs chantiers internationaux afin de créer un design satisfaisant les besoins de la flotte. Dans le même temps, ils créeront eux aussi leur propre design. 51 plans différents sortiront pour ce nouveau Dreadnought. Les chantiers italiens Ansaldo et allemands Bohm und Voss seront les principaux prétendants et c'est finalement le deuxième qui l'emportera. Et on tape alors le premier problème de cette future classe de navires. En effet, les Français, alors en bon terme avec la Russie, avaient prêté de l'argent à l'Empire pour les aider à financer leurs navires. Mais ces derniers souhaitaient faire construire les cuirassés en Allemagne. Et s'il y a bien un pays sur Terre qu'il ne faut pas payer avec de l'argent français durant ces années, c'est celui-là. Après quelques tergiversations, les Russes achèteront alors le design et donneront une moitié du paiement à l'Allemagne et une autre à la France. Utilisant ce design, un autre de chez eux et les conseils d'experts anglais et italiens, ils créeront un mélange assez innovant pour l'époque. Enfin, déjà, l'innovation, c'est qu'on tient là un navire russe construit sur un design allemand, modifié par les Italiens et les Anglais, et payé en partie avec de l'argent français. C'est un cas unique dans l'histoire. Le Gangut, du nom de la première grande victoire navale de la flotte russe, était en effet un navire très atypique pour son époque. Il disposait de 12 canons de 305 mm en tourelle triple, un agencement qui sera très utilisé des années plus tard, mais dans ses premiers balbutiements avant 1910. Ces tourelles seront toutes dans l'axe, mais aucune ne sera superposée aux autres, comme toutes les autres flottes peuvent le faire. En effet, les Russes n'aiment pas ce principe, pensant l'aborder de flanc beaucoup plus importante, et qu'une tourelle au-dessus d'une autre ne pouvait pas tirer dû au rayon du tir. Partie étrange s'il en est, notamment car, comme dit plus haut, toutes les flottes le font, et en sont dans l'ensemble plutôt satisfaites. Et encore, là n'est pas le réel problème de cet agencement car un tel design nécessite aussi que les munitions soient placées en plein milieu du navire, les rendant très vulnérables s'ils veulent utiliser toute leur puissance. Et ce n'est pas tout car la place prise par les munitions, en plus des turbines, faisait qu'il fallait sacrifier la protection anti-torpille pour garder un minimum d'espace. Le navire avait aussi d'autres défauts, notamment de blindage. Les barbettes, les tourelles et la passerelle de commandement souffraient toutes d'un blindage beaucoup trop fin, largement inférieur aux contemporains. Tout n'est pas acheté cependant. Le cuirassé dispose tout de même d'un gros armement et est plutôt rapide pour son type. Et c'est d'ailleurs pour garder cette vitesse que le Gangut souffre en blindage. Mais cela semble malgré tout bien peu d'avantages, même pour un premier pas. Les 4 navires de la classe seront achevés entre 1914 et 1915. Après cette classe, les Russes allaient recevoir l'autorisation de construire 4 autres cuirassés, et ce pour la flotte de la mer Noire. Cette classe, Imperatrica Maria, du nom de l'impératrice Maria, anciennement princesse Dagmar du Danemark, figure très appréciée de la population et mère du tsar Nicolas II, sera très similaire au Gangut, et ce pour éviter les surcoûts de la création d'une deuxième classe de navire. Il se distinguait de son prédécesseur de par son blindage beaucoup plus épais et ses machines moins puissantes. Il était donc plus lent mais plus résistant. 3 de ces navires seront complétés en 1915 pour les deux premiers et en 1917, après la Révolution, pour le troisième.
Pour ce qui est du quatrième navire, il devait être assez différent des trois autres. L'impérator Nikolai se distinguait en effet de par sa taille et son blindage. Presque 5000 tonnes plus lourd que la classe Maria, il devait être par endroits 2 fois plus blindé que ses prédécesseurs. Ce cuirassé ne verra jamais le jour, en revanche, d'abord mis en pause, peu après sa mise en service, il sera capturé par les Allemands après la Révolution, puis récupéré et détruit par les Anglais. Aucun de ces navires ne fera quoi que ce soit de très intéressant pendant la guerre. Leur seul moment de gloire aura plutôt lieu pendant la Révolution, durant laquelle certains cuirassés supporteront le peuple. Mais là est une histoire pour un autre jour. Au début de la construction de la classe Gangut, en 1911, la Douma allait aussi autoriser la marine à construire 4 autres nouveaux navires. Des croiseurs de bataille cette fois-ci. Et l'objectif était de surpasser déjà les futurs cuirassés faits maison, mais surtout les futurs croiseurs de bataille allemands, notamment les Derflinger, dont on a vu l'extrême qualité dans l'histoire des Dreadnoughts, et les Mackensen, dont le projet allait être finalisé. C'est le premier et le seul réel projet de la flotte du Tsar à être équivalent au Super Dreadnought, le fameux Borodino, aussi connu sous le nom de Ismail. Ce navire devait être LE symbole du retour de la flotte du Tsar sur le devant de la scène. Certes, pas au niveau des grandes marines, mais respectable malgré tout. Et pourtant, les problèmes allaient commencer avant même sa construction. En effet, plusieurs plans furent élaborés pour le Borodino. La première version voyait un navire équipé de 3 tourelles quadruples, une innovation pour l'époque, réellement envisagée uniquement par la France. Le calibre du navire était dès le départ fixé à 356 mm, du moins c'était l'objectif. Cette version aurait permis au navire de garder les 12 canons habituels sans augmenter la taille du cuirassé, mais elle ne sera pas retenue, sans doute à cause de l'investissement nécessaire dans le développement d'un tel armement. La deuxième version du navire prévoyait le même nombre de tourelles, mais en triple cette fois-ci. Pourquoi 3 au lieu de 4 comme sur le Gangot? Eh bien, tout simplement car les nouveaux canons sont plus lourds, les obus aussi, le navire plus blindé, etc., etc. Cela aurait créé des complications pour les chantiers. L'autre raison était que les Russes savaient que les Mackensen seraient équipés de 8 canons de 35 cm. Pas besoin d'en faire de trop pour prendre l'avantage donc. Mais finalement, les renseignements allaient apprendre, à tort, que le futur croiseur de bataille allemand allait avoir plus de canons, et alors que le plan du Borodino était finalisé, ils décidèrent de le modifier pour rajouter une tourelle en plus et tout ce qui va avec. Cela allait évidemment retarder la construction et surtout la rendre plus coûteuse et plus difficile, mais toujours possible malgré tout. Le design sera finalisé en 1912 et la Douma autorisera la construction de 4 navires. Ce croiseur de bataille aurait été un monstre au même titre que le Fuso abordé récemment sur la chaîne. Par contre, dû aux modifications apportées plus tôt, chaque unité allait coûter 7 millions de roubles en plus sur les 45 alloués de base. Si vous êtes un habitué de mon contenu, vous savez que c'est à ce moment que je décris les caractéristiques d'un navire. Eh bien pas pour celui-là. En effet, alors que la construction avait commencé et allait bon train, des tests de tir ayant pour objectif de tester le blindage du Gangut auront lieu en 1913. Et les résultats furent catastrophiques. Presque tous les tests échouèrent et il fallait donc encore revoir la copie du Borodino en plein chantier. Presque tout le blindage du navire sera modifié afin de satisfaire l'amirauté et les plans allaient donc encore changer. La version finale du Borodino était enfin prête, et comme dit plus tôt, nous avions affaire à un vrai colosse. 224 mètres de long, presque exactement la même taille que le Mackensen, pour 32 500 tonnes, 1500 de plus que le rival allemand. L'armement, comme vu plus haut, était le plus lourd de l'époque, 12 canons de 356 mm. Seuls les Japonais avec le Fuso et les Anglais avec le Queen Elizabeth faisaient mieux. Mais ces navires sont de vrais cuirassés. Pour ce qui est des croiseurs de bataille, le Borodino est seul au monde, bien au-dessus des autres, dont le Mackensen. Niveau blindage, là aussi ce n'est pas si mal. Certes, le navire est un gros poil en dessous du Derflinger à la ceinture, mais toujours largement au-dessus des Anglais. Pour le reste, il semble au même niveau que ses rivaux allemands. Enfin, en termes de propulsion, c'est là que le bas blesse un peu. Le navire n'est pas plus rapide que ses potentiels adversaires, à 26,5 nœuds. Le prix à payer pour la puissance. Malgré tout, dans l'ensemble, et ce sur le papier, le Borodino reste très respectable. Il aurait pu être un formidable adversaire pour n'importe quel navire de l'époque. Pourtant,
La construction de ces bâtiments sera aussi criblée de problèmes, notamment liés à la difficulté des Russes de bien gérer la création de tels cuirassés. On l'a déjà vu avec la modification à la hâte du design avant la construction, puis du blindage pendant cette dernière. Eh bien, autant vous dire qu'on est loin d'en avoir fini avec les problèmes. Tout d'abord, au début de la guerre, seul l'Ismaïl aura pu rester dans les délais. Sa construction estimée à 43% de complétion. Les autres étaient tous loin derrière dû à divers problèmes d'approvisionnement et ces problèmes ne pouvaient qu'empirer. Les turbines faites maison qui devaient équiper les navires pour leur propulsion allaient prendre du retard et alors que l'Ismaïl était plus avancé que les autres, la priorité ne lui sera pas encore donnée. Le deuxième problème que rencontrera la construction des navires était évidemment la fourniture de certains matériaux commandés à l'étranger. Avec le début de la guerre, impossible de recevoir ce qui a été commandé et pire encore, une partie des travailleurs a évidemment été mobilisée et le matériel déjà sur place utilisé ailleurs. L'Ismail prendra enfin la priorité en juin 1915, date de son lancement, mais beaucoup trop tard. Mais heureusement, il pouvait toujours être complété. Si, et seulement si, les problèmes s'arrêtaient là. Et ce ne sera pas le cas. En effet, les canons du navire sont tout sauf prêts. En fait, ils n'ont jamais été testés. Oui, les Russes ont commandé un nouveau canon d'un nouveau calibre sans même savoir s'ils allaient fonctionner. Et justement, cela allait encore ralentir la construction du cuirassé, de là même à ce que l'amirauté réfléchisse à l'équiper des 305 mm des anciens cuirassés. Le travail continuera malgré tout jusqu'en 1917 sur l'Ismail seulement, non sans problème. Cette fois sur les tourelles, dont le travail avance très peu. Pour le reste, avant la Révolution, l'amirauté pensait quand même pouvoir compléter le navire en 1918. Évidemment, la Révolution allait encore retarder la construction de plusieurs mois. Une fois cette dernière passée, la question de l'Ismail allait donc encore être posée par la nouvelle amirauté. En l'état, le navire reste bien avancé, la coque est complète, la propulsion aussi, et le navire a 65% de complétion. Le blindage, quant à lui, était à 36%. Le gros problème reste donc les tourelles, dont l'amirauté ne prévoit pas l'arrivée avant 1919, même si les canons sont tous livrés. Malgré tout, il sera décidé de continuer la construction du navire, notamment pour créer de l'emploi. Cela durera jusqu'en décembre. Ce mois-ci, l'Ismail perd aussi la priorité, les bolcheviks jugeant que les travailleurs étaient plus importants ailleurs. Il faudra attendre 1921 avant que l'amirauté débatte enfin de quoi faire de l'Ismail, voire du Borodino, un peu plus avancé que les deux autres. Ils estimeront à 2 ans la durée de construction des tourelles pour l'Ismail, sans parler des systèmes électriques du navire, très compliqués et dont le remplacement par des systèmes plus simples semblait nécessaire. Tout cela faisait que seul l'Ismail pouvait potentiellement être complété. Malgré tous ces problèmes, les soviétiques avaient bien envie de construire ces navires, largement au-dessus des Ganguts et au potentiel de modernisation bien plus élevé. Finalement, les discussions autour du Borodino, mais aussi du Kinburn et du Navarin, les deux autres navires de la classe, allaient changer de sujet, pour passer sur une reconversion totale des cuirassés. D'abord en les modernisant, notamment en faisant en sorte que les tourelles puissent accueillir des canons de 410 mm, à la façon des futures tourelles du Yamato, convertibles en tourelles doubles pour les canons de 510 mm. Mais la faible possibilité d'acquérir ces canons coulera ce projet, sans mauvais jeu de mots. La dernière discussion autour de ces navires verra une possible reconversion en cargo ou en paquebot. Mais la coque n'étant pas adaptée, ce projet sera vite abandonné et ils seront finalement tous vendus au prix du métal à l'Allemagne. Cela ne laisse donc avec l'Ismail, seul survivant de la glorieuse classe Borodino, encore en pause et ce jusqu'en 1925, l'amirauté souhaitant toujours le compléter, mais pas l'armée elle-même, jugeant que c'était une perte d'argent, avant qu'un nouveau projet ne soit présenté, complètement différent. Une reconversion en porte-avions. Voyant que les Japonais et Américains semblaient créer quelque chose de très intéressant avec leurs croiseurs de bataille, l'amirauté décidera en effet de faire de même et tenter de prendre eux aussi de l'avance avec cette nouvelle technologie qu'est le porte-avions. Le projet était plutôt bien travaillé et clairement à l'image des porte-avions de l'époque au niveau de son armement. La confiance envers l'aviation embarquée n'étant pas totalement présente, le navire était aussi bien armé qu'un croiseur lourd. Les discussions autour du blindage n'étaient pas vraiment terminées, l'amirauté hésitant entre baisser le blindage de la ceinture à 76 mm ou laisser certaines parties à 230 mm. Un élément très intéressant était le pont d'envol. Ce dernier, plus court que la longueur du navire, était blindé. Une première largement avant les premiers ponts blindés des autres flottes.
En revanche, les hangars du navire n'auraient pas été très grands malgré la taille du porte-avions, suffisant pour une cinquantaine d'avions tout au plus, et seulement si ces derniers avaient des ailes pliantes. Et les discussions autour de la création de tels avions n'allaient évidemment pas commencer tant que le projet n'était pas approuvé. Le projet sera justement approuvé en 1925 par Alexei Rykov, alors dirigeant de l'Union soviétique en ayant succédé à Lénine suite à la mort de ce dernier. Mais il fallait encore qu'il soit présenté à la commission qui devait revoir les besoins de la marine afin de déterminer si oui ou non elle a besoin d'un tel navire. Malheureusement, cette dernière sera sous contrôle de l'armée, qui ne veut pas voir de gros investissements dans la marine et décidera qu'un tel navire allait coûter trop cher et ne serait pas utile au vu de la position actuelle de la flotte. Finalement, après avoir attendu près de 9 ans sans aucun travaux effectués sur lui, l'Ismaïl verra son destin scellé en 1926, année durant laquelle il sera décidé de le démolir. Les travaux auront lieu en 1931. Une bien triste carrière, si je puis dire, pour un navire qui en soi méritait bien plus. Tout d'abord en tant que croiseur de bataille. Peut-être aurait-il vu le jour si les Russes n'avaient pas été si prompts à répondre à des rumeurs. Peut-être aurait-il pu être construit après la guerre si les moyens avaient été donnés au bon moment, au lieu de s'embêter à construire 3 autres navires déjà condamnés. Il aurait, au même titre que certains de ses rivaux, été l'un des navires les plus puissants du monde pendant l'entre-deux-guerres, une statistique qu'aurait aimé avoir la Russie. Et que dire de ce porte-avions? Le projet était presque finalisé, l'amirauté avait la volonté de créer quelque chose de nouveau, de prendre l'ascendant sur une jeune technologie, avec même une innovation vue presque 20 ans plus tard sur les autres flottes. Pourtant, alors même que le projet avait été approuvé par la plus haute instance de l'Union soviétique, il sera anéanti lui aussi, par une armée de terre qui se foutait bien de la marine. Quand on sait les dégâts causés par l'aviation allemande sur les convois soviétiques durant la guerre, on se dit que peut-être ce porte-avions né croiseur de bataille aurait fini héros de la nation, protégeant les convois de transport vitaux pour résister à l'invasion allemande. C'était l'Argosy, et je vous ai présenté la classe Borodino et l'Ismaïl.